Ma femme a ri, tu n'es pas assez bon pour moi. J'ai hoché la tête, tu as raison. À 4 heures du matin, elle s'est réveillée seule dans son lit et n'a pas arrêté de m'appeler, pendant que moi, je me réveillais avec sa sœur. C'était un jeudi soir dans notre maison de Marseille. Ce genre de nuit calme et sèche où l'air bouge à peine. J'étais dans la cuisine en train de rincer la dernière assiette du dîner quand Chloé, ma femme, est entrée nonchalamment, déjà habillée comme si elle se rendait dans une boîte de nuit du centre-ville. Combinaison noire, boucles d'oreilles audacieuses, talons à la main. « Je vais chez Manon », dit-elle, sans même me regarder. Juste nous, les filles de la salle de sport. L'éponge s'arrêta dans ma main. « Depuis quand sors-tu en semaine ?» demandai-je en gardant un ton neutre. Les yeux de Chloé se levèrent comme si je venais d'insulter son intelligence. « Depuis que j'en ai envie », répondit-elle sèchement. « Est-ce un problème ?» Je posai l'assiette doucement. Je n'ai pas dit que c'en était un. C'est juste un peu étrange, tu n'as jamais mentionné ça avant. Elle eut un petit rire sec. Oh mon Dieu, Marc. Dois-je te soumettre chacune de mes petites sorties maintenant? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je contournai le comptoir en m'essuyant les mains. Je dis juste que cette attitude secrète. Ça ne me semble pas normal. Elle se tourna vivement vers moi. Secrète? Tu es paranoïaque. Ce sont juste quelques femmes qui boivent du vin bon marché et se plaignent des squats. Détends-toi. Je hochai lentement la tête. Alors pourquoi mens-tu à ce sujet? Son visage s'assombrit. Pardon? Tu as tressailli quand tu as dit son nom. Tu n'es même pas proche de Manon. Et tu n'as pas répondu à mon texto ce matin. Je n'accuse personne, mais s'il se passe quelque chose, sois juste honnête. Elle me fixa, les yeux froids et plissés, le souffle retenu dans sa poitrine. Tu sais quoi? Je n'ai pas de temps pour tes petits jeux psychologiques ce soir. Je m'appuyai contre le comptoir. Ce n'est pas un jeu. C'est notre mariage. Et je te le dis, quelque chose ne va pas ici. Eh bien, peut-être que c'est ton problème, lança-t-elle en enfilant ses talons. Pas le mien. Elle attrapa son sac à main, se dirigea d'un pas furieux vers la porte, puis se retourna pour un dernier coup. Je n'ai pas besoin de ta permission, Marc. Je ne répondis pas. Je restai juste là, laissant le silence s'étirer assez longtemps pour qu'elle le sente. La porte claqua si fort que les cadres photos dans le couloir tremblèrent. Et d'un coup, elle était partie. La maison semblait vide, comme si elle avait été plongée dans une tension palpable. Je retournai à la table de la salle à manger et m'assis lentement, fixant son verre d'eau intact. On pouvait presque sentir l'air frissonner, comme si même la maison savait ce qui venait de basculer. Je regardais tout ce que j'avais construit, notre salon parfaitement agencé, les placards blancs immaculés que nous avions choisis ensemble, la photo de mariage toujours perchée sur le comptoir. Et puis je me vis dans le reflet du micro-ondes. Le même Marc que d'habitude. Sûr, fiable, toujours accommodant. Mais quelque chose se brisa en moi à ce moment-là. Une fine ligne de résolution que je ne savais même pas que j'avais encore. Si c'était le jeu auquel Chloé voulait jouer, alors très bien. Je n'allais pas crier. Je n'allais pas la poursuivre. J'allais évoluer. Cela a commencé dès le lendemain matin. Je me suis levé avant le soleil et j'ai conduit jusqu'au centre-ville de Marseille, à peine réveillé mais pleinement déterminé. Un endroit appelé Studio Acier, une salle de sport privée nichée entre un bar à jus et une agence immobilière. Des sols propres, du métal froid, aucune distraction. Ce premier entraînement m'a frappé comme une gifle à mon ego. Je pouvais à peine soulever la barre sans trembler. Ne t'inquiète pas, mon gars. Tu y arriveras, dit Damien, mon nouvel entraîneur. Ancien militaire, bâti comme un mur de pierre mais parlant comme un thérapeute. Tu n'es pas ici pour impressionner qui que ce soit. Tu es ici pour reconquérir du terrain. Du terrain, demandai-je entre deux halètements. Ce que quelqu'un t'a pris. C'est ton terrain. Alors, j'ai continué à venir. 5 jours par semaine, parfois 6. J'ai troqué le café contre des shakes protéinés, le défilement nocturne sur mon téléphone contre des courses matinales, et quelque part entre les planches et les tractions, j'ai recommencé à me sentir solide. Mes épaules se sont élargies, ma mâchoire s'est affinée. Mais plus que ça,
ma posture a changé. La façon dont j'entrais dans les pièces, la façon dont je croisais le regard des gens. 2 mois plus tard, même mon reflet ressemblait à quelqu'un que je n'avais pas vu depuis des années. À la maison, Chloé l'a remarqué. Au début, c'était de petites choses, des regards plus longs quand je passais, ses yeux s'attardant sur mes bras quand j'attrapais un verre. Je n'ai rien dit. Elle non plus, mais il y avait un changement. Comme si nous savions tous les deux que l'ancien équilibre avait basculé. Un soir, je suis rentré du garage vêtu d'un t-shirt noir moulant, encore en sueur après une séance de musculation tardive. Chloé était assise sur le canapé, faisant défiler son téléphone. Elle leva les yeux et son regard s'attarda. « Tu t'es coupé les cheveux ?» demanda-t-elle, d'une voix neutre mais curieuse. Je hochai la tête en attrapant une bouteille d'eau dans le réfrigérateur. « Oui, hier. » Ses yeux me suivirent. « Ça te va bien. » « Merci. » Je me détournai, mais dans le reflet de la porte du micro-ondes, je la surpris en train de me regarder encore. Ce même regard qu'elle me lançait à nos débuts, avant le confort, avant que la routine n'émousse les ardeurs. Elle essaya de faire comme si de rien n'était, rangea une mèche de cheveux derrière son oreille et retourna à son écran. Plus tard dans la nuit, alors que nous nous préparions tous les deux pour dormir, j'ai remarqué qu'elle prenait un peu plus de temps devant le miroir baume à lèvres, crème pour la peau, cheveux bien brossés. Elle n'avait pas fait ça depuis des semaines. Elle se tenait près du placard, les bras croisés. « Tu t'entraînes beaucoup ces derniers temps. »« Oui. »« Tu essaies d'impressionner quelqu'un. » Son ton était taquin, mais quelque chose de cassant se cachait en dessous. Je croisai son regard dans le miroir. Juste moi-même. Chloé ne dit rien tout de suite. Elle se tourna, ouvrit un tiroir et fit semblant de chercher quelque chose. Eh bien, ça marche. La pièce redevint silencieuse, mais pas du silence froid habituel. Celui-ci avait une pointe d'incertitude, comme si nous attendions tous les deux que l'autre dise quelque chose que nous ne savions ni l'un ni l'autre comment formuler. Au cours des jours suivants, cela a continué. Elle a préparé le dîner un mercredi soir. Saumon et asperges, comme je les aimais. Aucune explication, aucun sarcasme, juste une assiette qui m'attendait quand je suis rentré à la maison. « J'ai pensé que tu voudrais quelque chose de sain, » dit-elle. Je hochai la tête. « Merci. » Nous avons mangé en silence, mais ce n'était pas tendu, juste calme. Comme si elle observait, calculait. Ce week-end-là, je l'ai surprise en train de regarder dans ma partie du placard. Ses doigts s'arrêtèrent sur une chemise à boutons bleu marine ajustée que je n'avais pas portée depuis plus d'1 an. « Tu comptes la porter bientôt ?» demanda-t-elle. « Peut-être. »« Pourquoi ?» Elle haussa les épaules. « J'ai juste remarqué que tu t'habillais un peu différemment ces derniers temps. Ça fait nouveau. » Je la regardai droit dans les yeux. « C'est l'idée. » Chloé cligna des yeux, prise au dépourvu par mon ton. Pas en colère, pas sur la défensive, juste honnête. Elle recula. « Eh bien, tu es beau. Vraiment beau. » Pour la première fois depuis longtemps, elle semblait incertaine. Et c'est là que j'ai su que quelque chose en elle avait changé. Mais moi? Je ne changeais pas avec elle. J'allais de l'avant. Le dîner du dimanche chez sa mère avait toujours été une mascarade polie. Poulet rôti, verre en cristal que personne n'avait demandé, et une douzaine de petites piques déguisées en simple honnêteté. Chloé jouait le rôle de la fille parfaite. Je jouais le rôle du mari silencieux. Cette fois, cependant, quelque chose était différent. Nous sommes arrivés juste avant le coucher du soleil. Je portais une chemise à boutons bleu marine ajustée, celle qu'elle avait commentée, et un jean foncé. Chloé n'avait pas dit grand-chose pendant le trajet, se contentant de vérifier son rouge à lèvres dans le miroir, comme pour tenter de réaffirmer le contrôle sur quelque chose qui lui échappait. Sa mère, Martine, nous a accueillis à la porte avec cette chaleur aiguë qu'elle utilisait lorsque des invités venaient. « Marc, tu es très élégant, mon chéri. As-tu perdu du poids ? » « Un peu, » dis-je avec un petit sourire. « Je prends juste mieux soin de moi ces derniers temps. » Martine me tapota le bras. « Eh bien, ça te va bien. Tu as l'air d'un homme qui sait où il va. » Chloé eut un sourire crispé. « Oui, n'est-ce pas ? » À l'intérieur, sa sœur Léna versait déjà du vin.
5 ans de moins que Chloé et 10 fois plus honnête. Elle avait toujours été gentille avec moi, observatrice, curieuse, jamais fausse. Elle me tendit un verre et haussa un sourcil. Waouh, mais qui es-tu en ce moment? Je ris. Toujours moi, juste un peu plus réveillé. Léna s'appuya contre le comptoir en m'étudiant. Sérieusement, tu es incroyable. Beaucoup plus confiant. Il y a comme une toute autre énergie autour de toi maintenant. La voix de Chloé traversa la pièce, vive et soudaine. Léna, ça suffit. Léna cligna des yeux, confuse. Quoi? Tu n'as pas besoin de baver devant mon mari, lança Chloé, trop fort pour le petit espace. C'est bizarre. La pièce devint immobile. Martine se tourna depuis la cuisinière, la spatule figée en l'air. Je pouvais sentir tous les regards se tourner vers moi, attendant une sorte de réaction. Je n'ai pas haussé la voix. Je n'ai même pas froncé les sourcils. Je me suis approché de Chloé, j'ai posé une main calme et ferme sur son épaule. Et, dis-je doucement, on peut se calmer un peu. Elle se figea, comme si le contact l'avait surprise. Je n'ai pas serré, pas pressé, j'ai juste laissé ma main là assez longtemps pour lui rappeler non seulement le moment, mais aussi le changement. Sa mâchoire se tendit. Je la vis inspirer par le nez. Puis elle hocha la tête sèchement. Bien. Elle s'éloigna de moi et disparut dans la salle à manger sans un autre mot. Léna me regarda avec des yeux écarquillés. Waouh. Martine se racla la gorge, essayant de ramener le calme dans la pièce. Eh bien, le rôti est prêt. Mettons-nous tous à table. Le dîner se poursuivit, mais le ton avait changé. Chloé ne dit pas grand-chose. J'ai gardé la conversation légère, j'ai demandé à Léna des nouvelles de son nouvel appartement, j'ai aidé Martine à apporter les accompagnements, j'ai proposé de verser de l'eau. Rien d'ostentatoire, juste posé. À un moment donné, j'ai surpris Chloé en train de me regarder de l'autre côté de la table, la fourchette suspendue en l'air. Son expression était difficile à lire. Pas de la colère exactement, mais quelque chose qui frisait la suspicion. Après le dessert, Léna m'a pris à part près de la porte. Je n'essayais pas de rendre les choses bizarres, chuchota-t-elle. Je le pensais vraiment. Tu as l'air vraiment mieux. Je hochai la tête. Merci de le dire. Elle regarda par-dessus son épaule vers l'endroit où Chloé tripotait les tasses de café. Fais juste attention. Elle n'a pas l'habitude de ne pas être le centre de gravité. Je lui fis un léger sourire. Oui, je commence à le remarquer. C'était un jeudi soir, un peu après 9 heures, quand Chloé est entrée dans le salon avec son téléphone à la main et un regard que je n'avais pas vu depuis un moment soigné, optimiste, mais trop répété. Ses yeux se posèrent sur mon verre d'eau, puis sur la télévision. Il y a une fête samedi, dit-elle comme si elle m'offrait une faveur. C'est Amélie de la salle de sport qui l'organise. Un grand endroit à Cassis. Vue sur les toits. Tout le monde y va. J'ai coupé le son du match. Tu veux que je vienne? Elle hocha lentement la tête. Oui. Je me suis dit que ça pourrait être amusant. C'est bien de sortir, tu sais. Il y eut une pause, le genre qui vous serre les côtes. Je me suis adossé, les bras croisés. D'accord, je viendrai si tu t'excuses auprès de Léna. La tête de Chloé se redressa vivement. Quoi? J'ai dit, j'irai si tu t'excuses pour la façon dont tu as parlé à ta sœur chez ta mère. Elle me regarda comme si je venais de changer de langue. Tu plaisantes. Non. Tu prends une fête en otage pour ça? Je ne s'y ai pas. Tu l'as embarrassée devant tout le monde. Elle ne le méritait pas. Les lèvres de Chloé se serrèrent. Tu la défends maintenant? Ma sœur? Je défends ce qui est juste. Elle laissa échapper un rire haletant, tranchant comme du verre. Incroyable. Tu flirtes avec elle pendant tout le dîner, la laissant te couvrir d'éloges comme un mannequin de défilé, et c'est moi qui dois m'excuser. Je fronçai les sourcils mais restai calme. Tu penses vraiment que c'est ce qui s'est passé? Oh, allez, Marc. Elle jeta son téléphone sur la table basse, se rapprochant. Tu crois que je ne l'ai pas vu? Ses yeux sur toi, tes yeux sur elle. Les nouveaux muscles, les nouveaux vêtements. Soudain,
tu as l'attention que tu as toujours voulu. Et maintenant tu la pavanes comme un trophée. Je gardai ma voix égale. Chloé, je n'ai pas flirté. J'ai dit, merci. C'est toi qui as transformé ça en autre chose. Elle croisa les bras, arpentant la pièce maintenant. Tu crois que je ne vois pas ce que c'est? Tu attendais ce moment pour inverser les rôles, pour faire de moi le problème. Non, dis-je simplement. J'ai juste arrêté de jouer le jeu. Elle s'arrêta de marcher. Son expression changea, une lueur de quelque chose derrière sa colère. Puis sa voix devint plus froide qu'avant. Tu n'es pas assez bien pour moi, Marc. Ça n'a pas eu l'effet escompté. Je n'ai pas tressailli. Je n'ai pas riposté. J'ai juste hoché la tête une fois. Peut-être pas. J'ai attrapé la télécommande, j'ai remis le son du match et je me suis adossé sur le canapé. Chloé resta là, silencieuse, stupéfaite, comme si elle avait plus à dire mais ne trouvait pas le coup suivant. Je ne lui en ai pas donné l'occasion. Finalement, elle a ramassé son téléphone et s'est dirigée vers le couloir. 10 minutes plus tard, j'ai entendu le faible rythme de la musique provenant du haut-parleur dans l'autre pièce. Puis, lentement, ça s'est arrêté. La maison est redevenue silencieuse. Et quand je suis passé devant le salon 1 heure plus tard, elle était assise seule sur le canapé, les jambes repliées sous elle, faisant défiler de vieilles photos sur son téléphone, le volume bas, les épaules immobiles. Elle n'a pas dit un mot. Moi non plus. L'horloge numérique sur ma table de chevet clignotait 1h04 du matin en rouge lent et accusateur. J'étais allongé là depuis des heures, les yeux grands ouverts, le corps immobile mais l'esprit bruyant, bloqué à rejouer ces mots en boucle. Tu n'es pas assez bien pour moi. Ce n'était même pas l'insulte qui me tenait éveillé. C'était la facilité avec laquelle elle l'avait dit. Le naturel. Comme si elle l'avait répété bien avant que ça ne sorte de ses lèvres. Je me suis levé, j'ai enfilé un sweat à capuche et j'ai quitté la maison sans regarder en arrière. L'air du littoral était frais, sec, d'une propreté rare qui n'arrive que lorsque la plupart de la ville dort. J'ai marché sans direction précise, juste en bougeant, en respirant, laissant le silence s'installer en moi. À un moment donné, j'ai sorti mon téléphone et je l'ai ouvert, sans vraiment savoir pourquoi. Aucun message de Chloé, aucun appel manqué, mais le nom de Léna brillait en haut de l'écran, un point vert en ligne. Elle a envoyé un message en premier. Léna, ça va? Je fixai l'écran un moment, puis je répondis. Moi, dehors, je marche. Impossible de dormir. La réponse est venue presque instantanément. Léna, je suis réveillé. Passe si tu veux. J'ai du thé et une vue descendre sur rien du tout. 15 minutes plus tard, j'étais devant son petit appartement au 2e étage. C'était calme. Aucune lumière dans les autres appartements. Juste Léna, pieds nus sur son balcon, une fine couverture sur les épaules, tenant 2 tasses. J'espère que tu aimes la menthe poivrée, dit-elle en m'entendant une sans cérémonie. Je survivrai, dis-je en m'asseyant sur la chaise à côté d'elle. Nous avons bu en silence pendant un moment. La vue n'était pas spectaculaire et des toits, la lueur d'une station-service lointaine mais c'était la paix. C'était comme la première vraie bouffée d'air que je prenais depuis des semaines. Léna me jeta un coup d'œil. Alors, tu veux parler d'elle? Je secouai lentement la tête. Pas vraiment. J'ai dit tout ce que je pouvais dire. Elle hocha la tête. D'accord, alors parlons de toi. Je lui lançai un regard de côté. De moi. Elle haussa les épaules. Oui, de toi. Le gars qui vient de débarquer chez sa belle-sœur à 1 heure du matin, buvant du thé à la menthe un jeudi au hasard. Je laissai échapper un petit rire. Je suppose que j'essaie de comprendre. Ou du moins j'essaie. Nous sommes restés assis là un peu plus longtemps, la brise nous effleurant comme un murmure. Je peux te poser une question, dit-elle après un moment. Bien sûr. Veux-tu toujours être marié avec elle? La question a atterri plus doucement que je ne l'attendais. Pas comme un coup de poing, mais plutôt comme une légère impulsion. J'y ai pensé aux années que nous avons passées à construire une vie, aux vacances, à la maison, aux blagues privées qui sont devenues des habitudes. J'ai pensé au silence, aux nuits passées séparées même en dormant à quelques centimètres l'un de l'autre. Je ne sais pas, répondis-je honnêtement.
Parfois, je pense que ce que nous étions me manque. D'autres fois, je me demande si je l'ai jamais vraiment eu. Léna hocha la tête comme si elle comprenait déjà. C'est bizarre, ajoutai-je en regardant mes mains. Je n'ai pas changé pour la blesser. J'ai changé parce que j'en avais besoin. Mais maintenant que je l'ai fait, c'est comme si elle ne supportait pas qui je suis devenu. Elle ne peut plus te contrôler, dit Léna simplement. Et ça lui fait peur. Il n'y avait aucune méchanceté dans sa voix, juste de la clarté. Ce n'est pas une mauvaise personne, dis-je, plus pour moi-même que pour Léna. Non, mais c'est quelqu'un qui a besoin de se sentir supérieur. Et pendant longtemps, tu l'as laissé rester là. Je pensais que c'était de l'amour, admis-je. Peut-être que c'en était. Ou peut-être que c'était du confort. Elle se tourna vers moi, les yeux clairs et calmes. Tu sais, les gens pensent que les relations s'effondrent à cause de drames ou de trahison. Mais parfois, elles se terminent simplement en silence, comme un écho qui s'estompe. Je la regardai. Et ensuite? Ensuite tu choisis, dit-elle. Soit tu restes et tu commences à te mentir sur les raisons, soit tu pars et tu découvres qui tu es en dehors de ça. Je ne dis rien pendant un long moment. Le thé avait refroidi dans mes mains. L'air était plus chaud maintenant, plus doux. Nous ne parlâmes pas pendant les minutes qui suivirent. Nous étions juste assis là, épaule contre épaule, regardant la nuit passer comme un train lent au loin. Quand je me suis finalement levé pour partir, Léna leva les yeux et dit, « Tu ne dois à personne l'ancienne version de toi-même, Marc. » Je ne savais pas quoi répondre, alors j'ai simplement hoché la tête. Puis je suis retourné dans l'obscurité de la nuit, me sentant plus léger qu'à mon arrivée. Il était près de 4 heures du matin quand je suis retourné à l'appartement de Léna. Elle ne s'était pas couchée. Toujours sur le balcon, les genoux repliés sous la même couverture, des écouteurs dans les oreilles. « Tu es sûr ?» demanda-t-elle alors que je ressortais. Je hochai la tête. Je n'avais pas envie de rentrer à la maison. Elle n'insista pas, se décala simplement pour que je puisse m'asseoir. Je crois que nous savions tous les deux que la conversation était terminée. Ce qui restait entre nous n'était pas des mots. C'était l'immobilité, la clarté, un silence partagé qu'on ne peut pas simuler. C'est à ce moment-là que mon téléphone a commencé à vibrer. Une fois, puis encore, et encore. Chloé. L'écran s'est allumé avec son nom encore et encore. Sa voix suintait des haut-parleurs dans des messages vocaux décousus. « Marc, où es-tu ? C'est le milieu de la nuit. Pourquoi tu ne réponds pas ? » Puis sont venus les textos. « Chloé, est-ce que tu vas bien ? Chloé, où es-tu allé ? Chloé, Marc, sérieusement, ce n'est pas drôle. Chloé, dis-moi juste que tu vas bien. S'il te plaît. » Je tenais le téléphone, le pouce planant au-dessus du bouton d'appel. Puis j'ai levé les yeux vers Léna. Elle fit un petit signe de tête. Aucune pression, aucune question, juste un feu vert silencieux. Alors j'ai appelé. Chloé a décroché instantanément. Marc. Sa voix se brisa, petite et affolée. Où es-tu ? Je me suis réveillé et tu étais parti, et ta localisation est désactivée, et je ne savais pas si quelque chose était arrivé. Je vais bien, dis-je, d'une voix calme mais ferme. Il y eut une longue pause. Sa respiration était vive, saccadée. Tu ne peux pas simplement disparaître au milieu de la nuit. J'ai cru qu'il était arrivé quelque chose. Pourquoi tu me ferais ça ? Je n'essayais pas de te punir. Alors qu'est-ce que tu faisais ? Je regardais la nuit, laissant le silence s'étirer avant de répondre. Je pensais. Je marchais. Je parlais avec quelqu'un qui écoute vraiment. Chloé renifla bruyamment. Oh, d'accord. Donc, tu t'es enfui pour jouer au philosophe dans le noir pendant que je suis ici en train de perdre la tête. J'avais besoin d'espace, Chloé. De quoi ? De moi ? De nous ? Sa voix se brisa de nouveau. Tu crois que je ne sais pas que les choses vont mal ? Je le sais, Marc. Je le sens aussi. D'accord ? C'est juste que je ne sais plus quoi dire. Alors dis quelque chose d'honnête. Elle se tut. J'attendis. Tu as changé, murmura-t-elle. Tout est différent maintenant.
Tu es si distant, froid. Et c'est comme si tu attendais juste que je fasse une autre erreur pour pouvoir partir. Non, dis-je. J'attends que tu arrêtes de prétendre que rien n'a changé. Elle s'est mise à pleurer alors, pas fort, mais avec ses sanglots superficiels et paniqués qu'elle réservait pour les moments où les choses lui échappaient vraiment. Tu ne comprends pas ce que ça fait de te voir t'éloigner, de sentir que je ne peux pas t'atteindre, comme si j'étais déjà en train de te perdre. Tu as commencé à lâcher prise bien avant moi, dis-je doucement. La voix de Chloé se brisa. Je veux juste qu'on redevienne comme avant. Je veux l'avant. Je regardais de l'autre côté du balcon. Léna ne parlait pas, ne regardait même pas dans ma direction. Elle fixait simplement l'obscurité, son visage doux mais ferme. Elle ne souriait pas. Elle ne fronçait pas les sourcils. Elle hocha simplement la tête. Et à ce moment-là, j'ai su. Je savais exactement ce qui devait se passer ensuite. Chloé, dis-je, ma voix plus claire qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. On ne peut pas continuer à prétendre que cette version de nous fonctionne encore. Nous nous sommes mentis à nous-mêmes, et ça tue les morceaux qui auraient pu valoir la peine d'être sauvés. Elle ne répondit pas. Je ne pouvais entendre que sa respiration, tremblante et superficielle, à travers la ligne. Je laissai le silence s'installer. Puis j'ai dit, nous parlerons demain matin. Et j'ai raccroché. Léna se tourna enfin vers moi, ses yeux cherchant les miens. Ça va? J'ai hoché la tête une fois. Maintenant, oui. Le cabinet d'avocat du centre-ville était froid, tout en verre et en ligne nette, niché entre une banque et une boulangerie qui commençait à peine à ouvrir pour la journée. J'étais là dès que les portes se sont déverrouillées. La réceptionniste n'a pas posé beaucoup de questions. Elle a juste jeté un coup d'œil à mon nom sur le planning, puis m'a fait signe d'aller vers un bureau d'angle silencieux avec des fenêtres dépolies. L'avocat s'appelait Maître Laurent Dubois. Fin de la quarantaine, voix calme, le genre de type qui ne précipitait pas un seul mot. Il m'a demandé depuis combien de temps nous étions mariés, s'il y avait des enfants, si j'avais des raisons de croire qu'elle contesterait le divorce. Pas d'enfants, dis-je. Et elle pourrait le contester émotionnellement, mais pas légalement. Il hocha la tête, tapant quelques notes sur son clavier. Quand il m'a demandé pourquoi j'avais finalement décidé de demander le divorce, je n'ai pas fait un long discours. J'ai juste dit, c'est fini depuis un moment. J'étais le dernier à l'admettre. 1 heure plus tard, tout était enclenché. Le trajet de retour fut silencieux, mes mains sur le volant, le soleil méditerranéen déjà haut dans le ciel. Je ne ressentais pas de colère. Je ne ressentais pas de soulagement non plus. Juste quelque chose d'immobile, comme si j'avais enfin arrêté de nager à contre-courant. Quand j'ai ouvert la porte d'entrée, la maison semblait plus lourde, plus sombre. Chloé était encore au lit quand je suis entré dans la chambre. Elle bougea, un bras jeté sur son front, puis cligna des yeux vers moi avec le visage bouffi et la confusion d'un réveil difficile. « Tu es rentré tôt, marmonna-t-elle. Je ne me suis pas assis, je suis resté là, calme et clair. J'ai rencontré un avocat ce matin. Cela a attiré son attention. Elle s'est assise lentement. Quoi? J'ai entamé la procédure, dis-je. Les papiers du divorce sont en route. Pendant une seconde, elle n'a pas réagi, comme si les mots n'avaient pas fait leur chemin. Puis ils l'ont fait. Attends, Marc, de quoi tu parles? Sa voix s'aiguisa, se réveillant rapidement. Tu divorces de moi? Oui. Elle se dégagea des draps, les cheveux emmêlés, la panique montant dans sa voix. Non, non, tu ne vas pas faire ça. Nous n'avons même pas parlé. Hier soir, tu as dit que nous parlerions le matin. Et c'est ce que nous faisons, dis-je. C'est ça, la conversation. Sa voix se brisa. Tu ne peux pas prendre une décision comme ça sans même me laisser essayer. Je t'ai donné des années pour essayer, dis-je. Tu étais juste trop à l'aise pour le remarquer. Elle avait l'air stupéfaite, blessée. Donc c'est tout? Tu as décidé? Après une nuit émotive sur le balcon de quelqu'un d'autre, tu as fini? Je n'ai pas mordu à l'hameçon. Je n'ai pas pris cette décision hier soir, dis-je. Je l'ai prise au moment où j'ai réalisé que je n'avais pas peur de partir. Je suis passé devant elle, j'ai ouvert le placard et j'ai sorti une valise. Une seule.
C'est laquelle s'est vraiment effondrée. Les larmes ont coulé, rapides et désordonnées. Sa voix est devenue aiguë et inégale. Marc, ne fais pas ça. S'il te plaît. Je sais que j'ai tout gâché, mais je ne pensais pas que tu partirais vraiment. Je sais, dis-je doucement. C'est ça le problème. Elle est restée là, figée, pendant que je faisais ma valise avec juste assez pour une semaine. Quelques chemises, une paire de chaussures de course, mon passeport, ma montre. Aucune cérémonie, aucun drame. Quand j'ai fermé la fermeture éclair et que je me suis tourné pour partir, elle a attrapé mon bras. Ne pars pas. J'ai regardé sa main, puis son visage. Je suis déjà parti. Et je suis sorti. La location à court terme n'était pas grand-chose. Un 2 pièces propre niché près du pied du massif de Marseille vert avec une allée en gravier et un porche qui grinçait quand le vent soufflait. Mais c'était calme. Et plus que ça, c'était à moi. Pour la première fois depuis des années, je n'avais pas à naviguer autour d'une autre humeur, d'un autre ego, d'une autre guerre silencieuse qui attendait derrière une porte claquée. Juste la lumière du soleil, de l'espace, et mes 2 pieds sur un sol solide. Ce premier matin, j'ai fait du café noir et j'ai regardé le ciel changer de couleur derrière la crête. Pas de musique, pas de bavardage, juste le son lointain des pneus sur le gravier et une mouette quelque part au-dessus. J'ai passé la journée à faire des choses ordinaires, la lessive, l'installation du Wi-Fi, le rangement des courses dans des placards qui ne me rappelaient personne. Chaque tâche semblait étrange au début, comme si j'empruntais la vie de quelqu'un d'autre. Mais à la tombée de la nuit, cela ressemblait à un commencement. La procédure de divorce a avancé rapidement. Maître Dubois a envoyé les étapes suivantes. Je les ai parcourues au petit déjeuner sans ressentir grand-chose. Pas de pointe de culpabilité, pas de souffle nerveux, juste une sorte de compréhension stable. C'était à ça que ressemblait la conclusion. Ennuyeux, pratique, propre. Chloé, de son côté, perdait pied d'heure en heure. Les messages vocaux ont commencé juste après midi. D'abord calme, puis larmoyant, puis décousu. Je ne comprends pas comment tu peux simplement disparaître comme ça. Tu rends les choses plus graves qu'elles ne le sont, Marc. D'accord. D'accord. Peut-être que je mérite une partie de ça, mais tu as dit que nous étions une équipe. Puis sont venus les textos. Chloé, peut-on juste parler, s'il te plaît? Chloé, je ne pensais pas ce que j'ai dit sur le fait que tu n'étais pas assez bien. C'était la colère. Chloé, tu as dit que tu m'aimais. Est-ce que ça ne signifiait rien? Elle a envoyé des photos, des anciennes. Nous au lac, moi la tenant par la taille, tous les deux en train de rire. Le genre de photos que les gens encadrent avant de commencer à s'éloigner. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait plus rien à expliquer. Ce silence, celui qui pesait lourdement entre nous, semblait différent maintenant. Ce n'était plus un vide. C'était la paix. Plus tard dans la nuit, je me suis assis sur le porche avec un verre d'eau et j'ai sorti mon téléphone. Il y avait une personne à qui je voulais envoyer un message. Moi, installé. Je respire enfin. La réponse est arrivée moins d'une minute plus tard. Léna, visage souriant avec Urior, c'était tout. Pas de questions, pas de suppositions, juste un soutien silencieux. Exactement comme j'en avais besoin. Je me suis adossé sur la chaise et j'ai regardé les étoiles commencer à scintiller. L'air s'est rafraîchi, le vent s'est levé, et j'ai réalisé quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis très, très longtemps. Elle ne me manquait pas. Ni la vraie elle, ni la version que je continuais de prétendre existait encore. Et pour la première fois depuis des années, cela ne ressemblait pas à un échec. C'était la liberté. Le soleil venait de passer derrière la montagne quand je suis entré dans notre ancienne allée. Les ombres s'étiraient longuement à travers la rue, baignant le quartier dans cette lente décoloration dorée qui rendait toujours l'endroit plus beau qu'il ne le méritait. Chloé était déjà dehors, faisant les 100 pas sur le trottoir devant le porche, les bras enroulés autour d'elle comme si elle se protégeait de quelque chose de plus froid que l'air. Ses cheveux étaient attachés d'une manière qui me disait qu'elle voulait paraître calme, mais ses pas la trahissaient agitée, erratique. Elle s'est tournée quand elle m'a vu, son visage un mélange tendu de soulagement et de panique. « Tu es venu, dit-elle, courant presque vers la voiture avant même que j'aie fermé la porte. Je suis resté là, près du côté conducteur, les bras croisés,
sans avancer. J'ai dit que je le ferais, répondis-je. Elle s'arrêta à quelques mètres de moi. Je n'étais pas sûr. Tu n'as répondu à rien. J'avais besoin de te voir. Je hochai la tête une fois. Alors parle. La voix de Chloé se brisa avant même qu'elle ne commence. Je ne veux pas de ça. Je ne veux pas que ça se termine comme ça, Marc. Je sais que j'ai tout gâché, mais ton départ ça a tout arraché sous mes pieds. Je ne parlais pas. Je ne bougeais pas. J'écoutais simplement. Elle s'approcha. J'avais tort sur tout. Sur la façon dont je te traitais, sur les choses que j'ai dites. J'ai été en colère pendant si longtemps. Et je ne réalisais même pas à quel point je te repoussais. Je pensais que tu ne partirais jamais. Je pensais que tu serais juste toujours là. Je ne disais toujours rien. Je ne le pensais pas quand j'ai dit que tu n'étais pas assez bien pour moi, continua-t-elle. J'avais peur. Je t'ai vu changer et je ne savais pas quoi faire de ça. Tu n'étais plus à moi. Je la regardai enfin. Les jeux jamais été. Ses yeux s'emplirent rapidement de larmes. Je voulais que tu le sois. C'est juste que je ne savais pas comment gérer la perte de contrôle. Et voilà. La première vraie vérité de la nuit. Elle s'essuya le visage avec la manche de son pull, la voix à peine stable. On peut arranger ça. On peut essayer. Je suivrai une thérapie. On peut faire tout ce que tu veux. Un grondement sourd interrompit ces mots. Nous nous sommes tournés en même temps. Une voiture noire, abîmée, un modèle plus ancien, s'est lentement approché du trottoir et s'est arrêté devant la maison. Les phares se sont éteints. La porte du conducteur s'est ouverte. Un homme est sorti. Capuche relevée, jean gris, basket propre. La petite trentaine, peut-être. Il n'avait pas l'air d'une menace, juste de quelqu'un qui ne s'attendait clairement pas à tomber au milieu d'une crise de nerfs. Chloé se figea. Son visage se vida de son sang en temps réel. La moindre couleur qui était revenue sur ses joues disparut instantanément. L'homme leva la main, confus. Chloé ? Je me suis tourné vers elle. Elle n'a pas croisé mon regard. Qui est-ce ? Demandai-je, bien que je le sache déjà. Elle déglutit difficilement. Il n'était pas censé venir. Qui est-il ? Sa voix tomba à un murmure. Juste quelqu'un de la salle de sport. Ça ne signifiait rien. Bien sûr. Je regardais de nouveau l'homme, qui semblait enfin comprendre qui j'étais. Ses yeux s'écarquillèrent, mais il ne bougea pas. La voix de Chloé se brisa de nouveau. Ça a commencé avant la fête ce soir-là. C'est pour ça que j'étais si sur la défensive. J'ai paniqué. Et puis après ça a continué. Je ne savais pas comment arrêter. Je n'ai pas interrompu. Je n'ai pas demandé plus. Je suis resté là pendant qu'elle essayait de tout faire sortir, chaque phrase comme un souffle qu'elle ne pouvait pas finir. Je pensais que si je pouvais te faire sentir coupable, ça équilibrerait les choses. J'attendais que tu fasses une erreur pour ne pas me sentir si mal pour ce que j'avais fait. Elle s'avança de nouveau vers moi, la main tendue. Mais c'est le cas. Je me sens horriblement mal. S'il te plaît, Marc. S'il te plaît, ne laisse pas ça être notre fin. J'ai regardé sa main, puis au-delà, l'homme qui se tenait maintenant maladroitement près de la boîte aux lettres, les bras croisés, fixant le trottoir. Puis j'ai croisé son regard. C'est toi qui y as déjà mis fin. Je me suis retourné et je suis retourné vers ma voiture. Derrière moi, j'ai entendu sa voix se tordre, la rage craquant comme du bois sec. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» lui a-t-elle crié. « Je t'ai dit de ne pas venir. » L'homme a marmonné quelque chose que je n'ai pas pu entendre. Chloé a crié plus fort. « Tu as tout ruiné. » Je ne me suis pas retourné. Pas besoin. Certaines fins n'ont pas besoin de mots, seulement de la distance. Et c'est exactement ce que je lui ai donné. La salle de médiation était aussi impersonnelle que possible. Chaise grise, mur blanc, une horloge qui faisait un tic-tac plus fort que nécessaire. Pas de fenêtre, pas de confort, juste une table qui semblait plus large qu'elle ne l'était vraiment. Chloé était assise en face de moi, arborant son meilleur masque de sérénité.
blazer beige, maquillage impeccable, lèvres serrées comme si elle essayait encore de tenir une sorte de position. Mais ses mains la trahissaient. Elle tremblait chaque fois qu'elle attrapait son verre d'eau, chaque fois que son stylo survolait les papiers devant elle. Maître Dubois était assis à ma droite, calme et impénétrable comme toujours. Il a fait glisser la pile de papier vers l'avant. Tous les actifs ont été achetés au nom de Monsieur Lambert, dit-il clairement. La maison, les 2 véhicules, les investissements et l'épargne. Il n'y a pas d'enfant commun, pas de dette commune. L'accord prénuptial est valable. L'avocat de Chloé n'a pas argumenté. Il s'est juste agité maladroitement et s'est raclé la gorge comme s'il voulait disparaître. Chloé ne m'a pas regardé. Pas au début. Sa main se serra autour du stylo. Donc je repars avec rien. Maître Dubois était mesuré. Vous repartez avec ce qui est à vous. Mais tout le reste reste avec Monsieur Lambert. Sa gorge bougea comme si elle avalait quelque chose d'amer. Il a acheté la maison après notre mariage. J'y habite. C'était aussi ma maison. Ça l'était, dis-je doucement. Mais tu ne l'as jamais traitée comme la nôtre. Cela l'a fait me regarder. Vraiment me regarder. Je ne sais pas ce qu'elle s'attendait à voir. Peut-être l'homme qu'elle avait l'habitude de bousculer. Peut-être quelqu'un de brisé ou qui espérait encore. Mais ce qu'elle a vu, c'est un homme qui n'avait plus rien à lui donner. Et il n'était pas en colère. Il était libre. Elle cligna des yeux fortement. Puis elle a finalement signé. Ses initiales griffonnaient maladroitement dans les marges, chaque signature plus lente que la précédente. Quand ce fut fait, elle posa le stylo soigneusement, comme si c'était quelque chose de fragile. « Tu ne vas vraiment pas revenir sur ça, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle d'une petite voix. Je secouai la tête. Je suis déjà parti. Elle hocha la tête une fois. Ce n'était pas un accord. C'était une reddition. Je me suis levé, j'ai serré la main de Maître Dubois et j'ai glissé la copie finale de l'accord sous mon bras. Chloé était assise, immobile. J'ai fait une pause à la porte pendant une seconde, non par doute, non par regret, juste pour savourer le moment. Elle a levé les yeux vers moi une dernière fois, mais je n'avais plus rien à dire. Alors je suis sorti. Et cette fois, il n'y avait personne derrière moi. Le café sur le Vieux-Port était à moitié vide, niché dans un coin du quai où les bateaux tanguaient lentement et la lumière frappait tout doucement. Le genre d'endroit qui n'avait pas besoin de musique pour se sentir calme. J'étais déjà là quand Léna est entrée. Veste en jean, cheveux attachés. Cette même confiance tranquille qu'elle portait même en silence. Elle m'a repéré, a fait un petit sourire, puis s'est glissée sur le siège en face de moi sans un mot. Nous n'avions pas besoin de politesse. Pas après tout ça. Elle jeta un coup d'œil au café devant moi. Tu n'as pas attendu. Tu avais 10 minutes de retard. Elle haussa un sourcil. Pas du tout. Je souris en coin. 7. Puis nous avons tous les deux laissé le silence s'installer. Pas lourd. Juste plein de tout ce qui n'avait pas besoin d'être dit. Finalement, Léna regarda la mer. Alors ? C'est tout officiel. Signé, déposé, terminé, dis-je. C'était comme sortir d'un long couloir qui n'avait jamais eu de porte jusqu'à maintenant. Elle hocha lentement la tête. C'est drôle comme on reste longtemps dans des situations que l'on sait ne pas être bonnes, juste parce que partir semble plus lourd que de rester. J'ai regardé une ondulation se propager sur l'eau. Parfois, on pense qu'on protège ce qu'on a construit, mais ce qu'on fait vraiment, c'est protéger des ruines. Léna sourit. Pas à moi, juste à la vérité de cette phrase. Tu n'as rien perdu aujourd'hui, dit-elle. Tu as lâché quelque chose qui t'avait déjà lâché. Je la regardais. Vraiment la regarder. Tu as une façon de dire les choses comme si elles étaient dans ma poitrine depuis le début. Elle haussa les épaules. Je fais juste attention. La serveuse est passée. Léna a commandé un thé. J'ai fait remplir mon café. Puis elle s'est penchée un peu. N'essaie pas de reconstruire quelque chose dont les fondations sont fissurées. Parfois, la vraie guérison commence quand on arrête de boucher les trous et qu'on marche vers quelque chose de nouveau. Je n'ai pas répondu. Pas tout de suite.
Nous nous sommes tous les deux tournés vers l'horizon. Le soleil commençait tout juste à monter, projetant sa lumière sur la mer comme un chemin. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'essayais pas de revenir en arrière. J'étais prêt à aller de l'avant. Et c'était la fin de mon histoire. Mais il y a quelque chose auquel je n'arrête pas de penser. Léna a vu la vérité avant moi et ne l'a jamais utilisée pour m'influencer. Elle n'a jamais outrepassé ses limites, n'a jamais poussé, elle est juste restée ferme et m'a laissé arriver